Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question de savoir si Alexandre le Grand est le premier des grands capitaines. Alexandre le Grand est considéré comme le plus grand stratège de toute l'histoire, inspirant Napoléon et les généraux de la Première Guerre mondiale. La bataille de Gaucamelles apparaît comme l'apogée de sa stratégie. Mais en quoi consiste-t-elle? Quelles sont les tactiques privilégiées? Partons ensemble découvrir le génie militaire d'Alexandre le Grand. Si nombre d'écrivains militaires répondent positivement à la question de savoir si Alexandre le Grand est le plus grand conquérant de tous les temps, conseillant d'ailleurs l'étude et la médiation du prince macédonien, la réponse est plutôt positive. Nombreux sont aussi ceux qui considèrent Alexandre le Grand ne doit ses victoires qu'à sa fougue et à son outil militaire. Celui-ci, façonné par des cités grecques depuis des décennies, puis transformé par son père Philippe II de Macédoine, apportera au jeune général un levier pour exploiter ses talents militaires. Pourtant, ses modes d'action, comme sa faculté à intégrer les techniques des peuples vaincus, en Perse, sa garde personnelle sera constituée de guerriers iraniens, serviront de modèle à d'autres penseurs et praticiens de la guerre, tout au long de l'histoire, car ils apportent aux lecteurs avertis ou non les clés de compréhension des fondements de la manœuvre militaire sur le champ de bataille. Dès lors, en y regardant de plus près, il apparaît qu'Alexandre le Grand avait un sens inné de la bataille et du combat. Ce génie militaire semble reposer à la fois sur la richesse de son éducation militaire, mais aussi sur le formidable potentiel des unités macédoniennes de l'époque, et enfin sur sa capacité à s'adapter au terrain et aux situations, à l'environnement et à l'effet désiré. Il contribue ainsi à l'émergence des grands principes tactiques toujours d'actualité de nos jours. Quand Philippe II de Macédoine meurt assassiné en 336 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, âgé alors de 20 ans, se bat à ses côtés depuis près de 4 ans. Il l'accompagne dans plusieurs batailles victorieuses face aux Grecs. À Chéronée, en 338 avant Jésus-Christ, il y commande notamment la cavalerie macédonienne, où les phalanges de Philippe II surprennent les Thébains, y compris leurs bataillons sacrés, troupes d'élite longtemps invaincus. Les phalanges, ces formations compactes de lanciers lourdement armés, conçus pour détruire l'infanterie adverse, sont alors le standard guerrier grec. Dans l'Iliade d'Homère, leur puissance et leur effet de choc sont parfaitement décrits. Le bouclier s'appuyait sur le bouclier, le casque sur le casque, l'homme sur l'homme. Les casques à crinière se touchaient par leurs cimières brillants dès qu'un guerrier se penchait, tant il était serré. Alexandre le Grand aura alors la chance d'observer les armées de son père manœuvrer, notamment en conduisant des enveloppements par les ailes bien différents des confrontations linéaires en face à face pratiquées à l'époque. Pourtant, les phalanges macédoniennes, bien que construites selon les canons propres à la tradition hellénistique, sont novatrices, car pour la première fois, elles combinent différentes armes, infanterie, cavalerie, en une seule entité tactique. En outre, elles sont bâties avec un échelonnement en profondeur, donnant la force à la masse, ce qui est à l'époque inédit. En effet, la file de 16 hommes demeure bien la cellule de combat de base, 4 files constituant la tétrarchie, 4 tétrarchies formant la syntagme, bataillon carré de 16 sur 16. Le terrain, la première ligne de la phalange, comprend 16 stigmanes, soit 256 hommes de front hoplites armés d'une épée et d'une sarisse, une pique de 6 à 7 mètres. Derrière cette muraille de fer, on voit alors apparaître une seconde ligne de peltastes, des fantassins légers plus mobiles, capables de manœuvrer à l'abri de leurs camarades. En avant du dispositif, les psylites, des frondeurs ou des archers qui harcèlent l'ennemi par des phases d'approche avant de se replier. Enfin, sur les ailes se trouvent des cavaliers lourds, cuirassés, des cataphractes, équipés d'une épée, d'une lance et parfois de javelots. En complément, une cavalerie légère et des archers à cheval, ainsi que les escadrons des terres de garde nobles, parachèvent la palette des outils militaires à la disposition du chef, et ce, sans compter les nombreux équipements de siège, catapultes, tours roulantes ou autres béliers déjà très développés dans l'Antiquité. Alexandre le Grand a également reçu un enseignement de qualité,
puisque c'est Aristote qui lui a fait découvrir les grands classiques de la philosophie, mais aussi ceux de la stratégie. Dans sa jeunesse, il lit donc avec attention Xénophon, qui prône dans ses écrits la cynopédie et l'anabase, la bravoure du chef au combat. Si vos soldats vous voient sans courage, ils seront tous lâches. S'ils vous voient tous prêts à marcher, ils vous suivront en s'efforçant de vous imiter. Mais aussi la recherche de la surprise, surprendre l'ennemi en l'entretenant dans une fausse sécurité, de ne pas s'en tenir aux ruses classiques. Les exemples historiques empruntés par cet auteur soulignent souvent la nécessité pour vaincre de rechercher l'enveloppement par les ailes et le déploiement d'un dispositif en échelon refusé, persécuteur du célèbre front oblique. Celui-ci, loin d'être une pure invention macédonienne, lui a en effet probablement été soufflé par le génie tactique du Thébain Épamimondas, qui était parvenu par ce procédé à vaincre Sparte à la bataille de Leuctre en 371 avant Jésus-Christ. Au travers de ses campagnes face à l'armée perse menée par Darius III, Alexandre le Grand expérimente et améliore cet héritage tactique comme cette culture militaire, avec sa propre vision et une faculté d'adaptation très développée. Lors de la bataille du Granique en 334 avant Jésus-Christ, face à un adversaire aguerri et équivalent en effectif aux Macédoniens, il lance une attaque frontale avec ses cavaliers. Traversant la rivière en prenant un grand risque, il accède à la victoire grâce à son audace. Son exemple transcende ses hommes. Il y joue aussi sur la mobilité face à un adversaire qui avait établi un dispositif défensif fixe et difficile à manœuvrer au pied des collines escarpées. Son utilisation de la cavalerie est de nouveau centrale à Issos en 333 avant Jésus-Christ, où seul le coup d'œil affûté d'Alexandre le Grand permet de renverser la situation à son avantage. Les deux belligérants s'étant engagés dans une mêlée meurtrière. En effet, observant une brèche, il saisit l'opportunité de rabattre ses combattants montés sur le centre perse, poursuivant ensuite le mouvement dans son élan vers le camp de son adversaire, qui prend la fuite. Pour certains spécialistes, il faut y voir l'illustration de la tactique dit de l'enclume et du marteau, l'ennemi prêt à revers étant poussé par la cavalerie à s'écraser sur les puissantes phalanges. Jouant sur les forces morales, il harangue avant chaque combat ses troupes et ses lieutenants, évoquant la supériorité grecque. Les combats légendaires homériques ou encore le récit ancien comme l'épopée des 10 000, cela lui permet de préparer psychologiquement l'engagement majeur qui constitue la bataille de Gaugamélès en 331 avant Jésus-Christ, face à un ennemi supérieur en nombre, doté d'éléphants et de près de 200 chars de guerre. La structure des phalanges, mise en place par son père, ainsi que l'ordre oblique qu'il impose à son armée, déséquilibre l'articulation perse. Dans les faits, les Psyllites s'attaquent d'abord aux chevaux perses situés à l'avant des lignes macédoniennes pour briser leur élan, puis les espaces aménagés entre les stigmates canalisent les chars pour mieux les neutraliser. Face à l'échelon refusé que lui impose Alexandre, Darius III rompt la cohésion de ses forces et s'expose ainsi à une attaque de flanc fatale. Comme souvent, le roi macédonien cherche à identifier l'unité, l'autorité ou le lieu sur lequel repose la cohésion de son ennemi, frappant le point décisif pour emporter la décision. Après cette victoire, l'art de la guerre d'Alexandre le Grand est à maturité, et c'est un grand capitaine qui poursuit son expédition jusqu'aux portes de l'Asie, rompant par exemple avec la puissance des phalanges pour privilégier les colonnes mobiles, plus aptes à franchir les zones montagneuses, des contreforts indiens ou à combattre les peuplades locales aux tactiques qualifiées aujourd'hui d'irrégulières. De son action naît une pensée militaire nouvelle. Par exemple, il conçoit une nouvelle manière d'arborer la conquête d'une coupure humide défendue par l'ennemi. C'est le cas lorsqu'il arrive devant la rivière indienne Itpas, où il met en œuvre toutes les caractéristiques d'un franchissement moderne. Il déploie une ligne d'observation étendue, il réunit des forces en un point de manœuvre permettant diverses combinaisons. Il multiplie les missions de déception à plusieurs endroits pour tromper l'adversaire avant finalement de lancer l'action principale sur un site choisi pour établir une tête de pont.
Au-delà de la simple tactique, sa stratégie, quelque peu difficile à cerner du fait de son caractère changeant, mais aussi de ses inspirations mystiques, semble reposer sur une volonté de sécuriser ce que des théoriciens plus récents comme Jomini ou Clausewitz appelleront les lignes d'opération. C'est pour cette raison qu'avant de s'enfoncer vers l'intérieur des terres, il fait le choix de s'emparer des villes majeures et des ports jusqu'en Égypte. Il conduit donc des sièges qui peuvent durer jusqu'à 7 mois, comme face à la cité de Tyr dont la forteresse principale se situe, sur une île à plusieurs centaines de mètres du continent. Il y fait montre de belles qualités de police celtique, l'art d'assiéger les villes, en construisant des tourelles afin de protéger ses hommes des attaques des navires ennemis pour briser le siège. Les Macédoniens bâtissent en effet une digue de 800 mètres pour leur permettre d'atteindre les remparts de la ville assiégée. Sans parler de la prouesse technique, Alexandre le Grand démontre une fois de plus une vision originale dans la conduite de la bataille. Il n'est certes pas un théoricien, mais son approche empirique et intuitive fait émerger quelques-uns des invariables de la manœuvre et de la tactique. À sa mort, ses successeurs oublient progressivement le modèle grec pour l'adapter aux spécificités orientales, notamment en créant des phalanges de plusieurs dizaines d'éléphants, afin de disposer d'une capacité de choc qui deviendra un des atouts des armées romaines et carthaginoises pendant les guerres puniques. Alexandre le Grand fut l'un des précurseurs de la tactique moderne en démontrant l'efficacité des procédés qui structurent la pensée militaire jusqu'à nos jours. En effet, il a inspiré la combinaison des fonctions opérationnelles, à savoir la recherche de la complémentarité entre la cavalerie, le fantassin et les armes de jet. Il cherche à garantir son ravitaillement par des lignes sécurisées, puis à adapter le dispositif de son armée à l'ennemi ou au terrain. Sur le champ de bataille, l'articulation et la puissance de la phalange, l'ordre oblique imposant un rythme à l'ennemi, contraint à se dévoiler, les mouvements débordant sur les ailes, la recherche du centre de gravité adverse, mais aussi l'audace des modes d'action, sont autant de facteurs clés dans les principes de la guerre. Ces derniers seront bien plus tard définis par Foch, puis ses contemporains avec la liberté d'action, la concentration des efforts, la sûreté et l'économie des moyens. D'ailleurs, tout au long des siècles, de grands généraux sauront s'inspirer des campagnes d'Alexandre le Grand. Les Romains, notamment dans l'art du siège, reprendront les idées de terrassement pour approcher les murs d'une ville protégée, à l'instar de l'assaut lancé dans la forteresse de Massada en 72 après Jésus-Christ. De même, il suffit d'évoquer Frédéric II le Grand, roi de Prusse, longtemps modèle prussien en matière de tactique, qui écrase les Autrichiens à Leuthen en 1757, et ce en disposant ses unités selon un ordre oblique. De la même façon, des penseurs comme le comte de Guibert défendent l'emploi d'unités qui, comme les phalanges, étaient constituées de plusieurs armes et s'échelonnaient dans la profondeur, sous la forme de colonnes plus manœuvrables que la ligne de l'époque. D'ailleurs, Napoléon lui-même organisera ses nouveaux corps d'armée et son ordre de marche selon ce modèle tout en développant la cavalerie lourde, cuirassiers, dragons, pour le choc et la cavalerie légère, hussards, pour couvrir ses flancs ou exploiter une faille chez l'adversaire. De surcroît, les voltigeurs impériaux ne sont pas sans rappeler l'action des Pilsites macédoniens. Plus tard, la force morale tant sollicitée par Alexandre le Grand pour compenser l'infériorité numérique de son armée par une plus grande combativité sera reprise à la fin du XIXe siècle par Ardent du Pic, puis par les défenseurs de l'offensive à outrance au début de la Première Guerre mondiale. Napoléon lui-même considérait dans ses mémoires que la guerre d'Alexandre fut méthodique, elle est digne des plus grands éloges. Il salue par là un des grands capitaines de l'histoire qui aura su capitaliser l'expérience et l'organisation de son père, mais également synthétiser la pensée militaire grecque. Conduit par sa vaillance et son intrépidité, il a progressivement construit sur le terrain et dans ses campagnes son modèle tactique basé sur la manœuvre et l'adaptation permanente aux circonstances. Cette recherche de l'opportunité par l'innovation et le refus de l'orthodoxie lui ont permis de mettre en évidence plusieurs fondements de l'art de la guerre,
dont la portée s'est révélée universelle et se vérifie encore aujourd'hui. On retrouve la figure mythique et légendaire d'Alexandre le Grand dans d'innombrables œuvres au cinéma, littérature, comme bande dessinée, avec les films de 2004 avec Colin Farrell et Angelina Jolie, celui de 1956. La bande dessinée rend également hommage au plus grand conquérant et invincible Alexandre le Grand. Le 13 juin 2018, Alexandre le Grand, Histoire Junior. En 1980, Joel Schmidt, Alexandre le Grand en 2009, Valerio Manfredi avec Alexandre le Grand en 2003. Comme on l'a vu, Alexandre le Grand est le plus grand conquérant de tous les temps. Ses victoires successives ouvrent aux Macédoniens presque tout l'empire perse. Alexandre le Grand poursuit sa conquête vers l'Inde. Il traverse l'Indus puis atteint les contreforts de l'Himalaya avant de retourner à Babylone pour administrer ses conquêtes. Son empire ne le survit pas, à la différence de son héritage culturel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.